vous rappeler que vous aurez l'opportunité de poser vos questions soit dans la section questions-réponses, Q&A, ou dans la messagerie. Nous y répondrons à la fin de la session. Vous pouvez également utiliser le hashtag PCFE dans vos publications sur les réseaux sociaux. J'aimerais avant tout reconnaître que le travail que nous faisons se déroule sur le territoire traditionnel des Mississauga du Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat, qui abritent aujourd'hui de nombreux peuples des Premières Nations, des Inuits, des Métis. Nos centres régionaux et nos partenaires à travers le Canada se réunissent également sur le territoire traditionnel de nombreuses nations autochtones du Canada qui ont pris soin de ces terres depuis des temps immémoriaux. Je souhaiterais présenter le portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, PCFE, du Diversity Institute de l'Université Ryerson. Donc, le PCFE est une initiative du gouvernement fédéral ayant pour but de favoriser la participation pleine et égale des femmes à l'économie. Il fait partie de la toute première stratégie pour les femmes en entrepreneuriat qui vise à aider à doubler le nombre d'entreprises dirigées par des femmes d'ici 2025. Le PCFE est un réseau de plus de 10 000 femmes entrepreneurs issues de diverses communautés et secteurs d'activité variés, ainsi que 350 organismes partenaires à travers le pays, qui constituent un écosystème pan-canadien en matière d'entrepreneuriat. Le mandat du PCFE est de mettre en disposition des femmes entrepreneurs des ressources dans leur région, faire de la recherche sur le sujet et accompagner les organismes qui servent les entrepreneurs. En quelques chiffres, 3 particulièrement, donc le PCFE, c'est 12 grands projets de recherche, plus de 150 partenaires et 70 chercheurs, et plus de 16 millions de dollars de nouveaux financements. Très important de mentionner également les réalisations de la première année. Donc, nous avons développé une cartographie de la base de données des écosystèmes regroupant des organismes à travers le pays. Nous avons renforcé nos liens avec les partenaires et organismes offrant des services aux femmes au niveau national. Nous avons également créé un portail regroupant toutes les ressources nécessaires pour les femmes entrepreneurs. Nous avons obtenu une subvention de partenariat du Conseil des recherches en sciences humaines. Et enfin, nous avons publié notre tout premier rapport sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Canada en 2020. Et ce rapport sera d'ailleurs présenté par Suzanne Gagnon dans quelques instants. Un aperçu également des nouveaux projets pour 2020-2021, une année qui sera bien chargée. Donc avant tout, une campagne de lutte contre les stéréotypes, See It, Be It, ainsi qu'un projet Pas de reprise sans les femmes, parce qu'on sait que c'est important de pouvoir les soutenir dans cette situation actuelle. Donc c'est un soutien face à l'impact de la COVID-19. Au niveau des analyses, nous allons analyser de divers secteurs tels que les femmes dans les soins de santé et d'esthétique, l'innovation sociale, les technologies de la santé, l'alimentation et la musique. Analyse du Canada dans le contexte international, l'analyse des genres également et de la diversité dans un contexte au niveau de l'innovation, des incubateurs, des programmes de financement, pratiques financières. Et enfin, dernier point très important, une cartographie sera développée pour voir et mettre en lumière tous les soutiens au niveau financier et le parcours financier. Sans plus tarder, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à Madame Rachel Bendayan, qui est députée et secrétaire parlementaire de la ministre des Petites Entreprises et du Commerce international. Madame Rachel Bendayan est une leader communautaire dévouée qui a de profondes racines dans Outremont, circonscription où elle a été élue députée libérale fédérale en février 2019. Madame Bendayan, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Sabine. Merci de nous avoir réunis virtuellement. C'est vraiment merveilleux de se joindre à vous. Je comprends qu'on a vraiment des centaines et des centaines de participants aujourd'hui. Alors, félicitations encore à toi et à toute l'équipe. Ça démontre à quel point cette discussion est importante. Et c'est important parce que la pandémie a eu un effet vraiment disproportionné sur les femmes entrepreneurs et les travailleuses. Et c'est pourquoi, depuis
le début de la pandémie, nous avons promis d'être à l'écoute des Canadiens, y compris les femmes entrepreneurs, afin de pouvoir créer des soutiens adaptés et apporter des ajustements à nos politiques en réponse directe à ce que vous nous dites. À ce que on s'assure qu'on fait les ajustements, qu'on fait les modifications nécessaires pour répondre aux besoins sur le terrain. Nous savons déjà que les femmes sont plus susceptibles d'être affectées dans les secteurs gravement touchés par la crise. Je pense notamment au commerce de détail, l'hôtellerie, le secteur des services. Les entreprises dans ces secteurs-là sont généralement plus petites et en raison d'obstacles de longue date, elles ont plus de mal à obtenir du soutien et du financement. Nous savons également que les femmes effectuent toujours la plupart du travail non rémunéré à la maison. Et à cause de la COVID-19, beaucoup d'entre elles assument encore plus de ce travail tout en essayant de maintenir leurs entreprises en activité. Et ce n'est pas évident. Beaucoup d'entre vous portent tellement de chapeaux différents en ce moment et c'est une période incroyablement difficile et incertaine pour plusieurs. C'est pourquoi, durant la pandémie, nous avons fait tout notre possible pour vous venir en aide, notamment en aidant les entrepreneurs à payer leurs employés avec la subvention salariale, avec le loyer, ainsi qu'en augmentant l'allocation canadienne pour enfants et en investissant dans le garde des enfants dans le cadre de notre accord de relance sécuritaire avec les provinces. C'est un accord de 19 milliards de dollars. Nous avons entendu dire que les entreprises de toute taille et de tous les secteurs ont d'abord et avant tout besoin d'aide pour gérer leur liquidité. Et nous avons introduit une multitude de soutiens de prêts disponibles surtout par l'intermédiaire de votre banque ou Caisse populaire, y compris le compte d'urgence pour les entreprises canadiennes. Ce compte d'urgence-là est le prêt sans intérêt de 40 000 $, dont 25 % est non remboursable. Et nous avons apporté plusieurs ajustements au cours des derniers mois pour élargir davantage les critères d'éligibilité afin que les propriétaires uniques ou les propriétaires d'entreprises qui dépendent de contracteurs, comme de nombreuses entreprises dirigées par des femmes, puissent en bénéficier. Il est encourageant de voir qu'en date d'aujourd'hui, on a plus de 717 000 propriétaires d'entreprises à travers le pays qui bénéficient de ce soutien. Et il y en a toujours plus à chaque jour. Le ministre Ng, avec laquelle on travaille en étroite collaboration, la ministre Mary Ng et moi, a également annoncé une augmentation du financement du Fonds pour l'écosystème de la stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, dont a fait référence Sabine. Et ce fonds-là est destiné vraiment aux organisations partenaires afin qu'elles puissent continuer à fournir un soutien ciblé aux femmes entrepreneurs et propriétaires d'entreprises. Ce fonds pour l'écosystème est un pilier clé de la toute première stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada que notre gouvernement a lancée en 2018. Une stratégie de 2 milliards de dollars. Elle est en fait plus proche de 5 milliards de dollars lorsque nous incluons le travail qui se déroule dans l'ensemble du gouvernement, comme les programmes qui aident les femmes chefs d'entreprise à exporter, par exemple. Nous savons que garder vos équipes d'employés ensemble est extrêmement important. Et tout au long de cette crise, nous avons eu en tête vraiment l'importance de garder les employés, les salariés payés pour pouvoir assurer la sécurité et la santé de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Et cette subvention salariale d'urgence a été de 75 % depuis déjà plusieurs mois. Cela a été d'un soutien clé pour nos entreprises et je crois qu'on soutient à peu près 3 millions d'emplois au Canada avec ce programme. Il y a quelques semaines, nous avons adapté une loi pour prolonger la subvention salariale jusqu'en décembre et nous avons aussi élargi et mieux ciblé le programme. Ces changements à la subvention salariale vont permettre aux travailleurs et aux entreprises d'être mieux placés avec le redémarrage de notre économie.
Pour passer peut-être au commerce international, comme vous savez sûrement, le commerce mondial a été profondément bouleversé par la crise et le fait que notre économie intégrée au Québec est touchée par ça nous préoccupe énormément. Je sais que de nombreuses entreprises ont subi des impacts collatéraux conséquents et une perte d'activité sans précédent, surtout en ce qui concerne l'importation et l'exportation. Je pense à nos fabricants de classe mondiale qui exportent dans le monde entier, aux constructeurs qui dépendent des matériaux importés et aux exploitants touristiques parmi tant d'autres. C'est pourquoi le Canada collabore avec ses partenaires internationaux, y compris le G20, l'Organisation mondiale du commerce et la coopération économique Asie-Pacifique, pour maintenir le commerce et les chaînes d'approvisionnement mondiaux ouvertes. En juin, la ministre Ng a organisé une réunion virtuelle du groupe d'Ottawa, une famille de membres de l'OMC unis dans leur engagement à renforcer et à moderniser cette organisation. Au cours de la réunion, les membres ont discuté de l'importance de continuer à travailler ensemble pour maintenir le commerce et les chaînes d'approvisionnement ouverts pendant la COVID-19, sachant que cela atténuera les effets de la pandémie sur notre population. Tout récemment, la ministre Ng a également accueilli une réunion du groupe d'action pour le commerce inclusif, composé du Canada, du Chili et de la Nouvelle-Zélande. Ils ont signé un nouvel accord sur le commerce mondial et l'égalité des sexes qui comporte des mesures claires et concrètes pour promouvoir l'égalité des genres et l'avancement des femmes dans le commerce. Cela fait partie de l'engagement continu du Canada en faveur d'une reprise mondiale inclusive, durable et résiliente. Notre objectif dans tout ça est de sauver autant d'emplois et d'entreprises que possible. Une grande partie de ce travail, bien sûr, consiste à autonomiser les femmes. La diversité des idées, des talents stimule l'innovation, renforce notre économie et crée de bons emplois pour les Canadiens. Avec des partenaires comme Femmes et Sœurs, je sais que nous allons atteindre ces objectifs et traverserons la crise actuelle plus fort que jamais. Encore une fois, merci beaucoup Sabine. Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Rachel. C'est toujours important pour nous de vous avoir et d'entendre également la perspective du gouvernement. Merci pour ça. J'espère que vous pourrez également rester parmi nous pour le webinaire. Je vais rester votre temps vous permet. Absolument. Parfait, merci. Je souhaiterais maintenant laisser la parole à notre première intervenante, Madame Suzanne Gagnon, professeure associée de leadership et d'organisation et titulaire de la chaire Canada Life de l'Université du Manitoba. Suzanne présentera le tout premier rapport du PCFE, l'état des lieux de l'entrepreneuriat pour les femmes au Canada. Je vous laisse la parole, Suzanne. Merci beaucoup, Sabine. C'est très gentil. Merci, Madame la secrétaire parlementaire. C'était très, très intéressant. J'ai la forte impression que nous sommes vraiment les leaders dans la question de l'entrepreneuriat des femmes. Et c'est sans question. Et je trouve que le gouvernement ont un role model sur la question de pivoting, le pivot. Oui, ils ont pivoté très rapidement pour répondre aux crises et à la crise et c'est formidable. Donc, c'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui les points plus pertinents du rapport, notre premier rapport. C'était écrit en utilisant plusieurs sources de données comme le Statistics Canada et autres rapports récents. Et je vais présenter les points pertinents. Je pense que c'est une opportunité de mieux comprendre l'entrepreneuriat des femmes, c'est clair, mais aussi de voir les questions structurelles qui sont posées par la pandémie. Donc, les deux choses sont liées et sont très importantes à comprendre. OK. Donc, rapidement, je vais toucher quelques questions ici, vous pouvez voir.
On a un modèle pour un écosystème d'innovation inclusive et il y a beaucoup de partenaires, comme Sabine a dit très clairement il y a quelques minutes, qui sont engagés, très engagés sur les questions qui nous fassent. Donc, l'entrepreneuriat des femmes. Qu'est-ce qu'on sait maintenant? Les femmes ont autant d'éducation que les hommes et plus de chances d'avoir un diplôme universitaire. Elles sont aussi plus jeunes que les hommes en entrepreneuriat. L'âge de la décideuse principale est plus susceptible d'être inférieur à 40 ans que les hommes. Elles sont aussi plus susceptibles de se consacrer au commerce de détail, aux services et à l'hébergement, comme Rachel a dit, et c'est très important parce que ils sont les secteurs qui sont plus touchés par la pandémie. Qui sont les entrepreneurs? Ce sont 114 propriétaires majoritaires de PME et ils comptent au moins un salarié et plus que 1000 travailleuses indépendantes au Canada. Donc, on dit que les définitions sont très importantes. Quand on veut comprendre l'entrepreneuriat pour les femmes, on peut voir que 15,6% des PME sont détenues majoritairement par des femmes. Mais on a 37,4% des travailleurs autonomes au Canada et les femmes maintenant. Donc, les définitions sont très importantes et on sait que les supports, les policies ne touchent pas vraiment les travailleurs autonomes avant la crise comme les PME. Donc, ça, c'est une question qu'on trouve très intéressante, très importante. Et il y a des autres fiches clés là-bas. On sait qu'il y a plus de femmes maintenant qui travaillent à leur compte, on voit ici, mais la proportion PME détenue majoritairement par des femmes est en légère basse, juste légère basse ici. C'est ça. Concernant la croissance, ça c'est une question très importante pour l'entrepreneuriat. Les institutions financières traditionnellement sont très intéressées à c'est quoi le niveau de croissance. Et on sait que les PME des femmes une proportion croissante exportent aussi, mais un peu moins que les hommes. Donc, peut-être pour les hommes, une croissance moyenne, c'est aussi important qu'une croissance forte. C'est une question structurelle et intéressante pour nous. Et je vais dire autre chose sur l'exploitation dans quelques minutes. Donc, pourquoi les femmes entre l'entrepreneuriat? On a fait un sommaire de toutes les données. On saisit une occasion inattendue, ça reste le plus important. Difficulté à trouver un emploi dans une industrie traditionnelle, un emploi attirant, je veux dire, c'est la deuxième raison. Insatisfaction liée à l'emploi précédent, ça c'est aussi un peu de pouce, un facteur pouce pour les femmes. Et comme la secrétaire parlementaire a dit, nécessité de travailler à la maison, ça reste très, très important pour les femmes. Et ça, c'est aussi un facteur pour lequel on peut comprendre pourquoi les femmes sont dans les entreprises. OK. Et deuxièmement, les obstacles. So, on a trouvé beaucoup d'obstacles ici. Je pense que pour nous ici aujourd'hui, ne sont pas une grande surprise.
mais quand même sont très, très importants et il y a des suggestions à questions structurelles, les obstacles vraiment structurels qu'on doit comprendre plus. Donc, les stéréotypes culturels restent. Je vais dire autre chose sur ça dans un instant. Un manque d'encouragement, évidemment pas parmi les femmes, mais peut-être plus mondialement, un manque d'encouragement. Et nous avons toutes les sources, toutes les données, toutes les recherches dans le rapport si vous voulez chercher les chiffres et les sources de toutes notre données. Manque de pédagogie adaptée aux femmes, ça reste une question. Absence de modèles d'identification, les role models, il reste dans quelques quartiers, dans quelques groupes démographiques, une absence de modèles d'identification. Donc, bravo à tout le monde qui font juste ça, et je sais qu'il y en a beaucoup. Manque de mentorat, de parrainage, culture d'incubateur et accélérateur, on trouve que la culture bro reste dans les organisations comme ça. Et, par exemple, on a fait une étude de 149 articles publiés dans le Globe and Mail entre 2017 et 2019. Et il révèle plusieurs choses, on va publier tout ça, mais il révèle aussi que les hommes experts dans les articles, experts en entrepreneuriat, étaient beaucoup plus nombreux que les femmes dans une proportion de 60 à 24. Donc, si on pense à stéréotype, on a fait un assez rapide recherche sur l'Internet concernant le terme entrepreneur, personne entrepreneur, et on trouve ça en première ligne. Beaucoup d'hommes. Et le STIM reste très, très important pour les femmes et pour l'entrepreneuriat en général, mais ce n'est pas suffisant. Une de nos données très importantes est de voir les autres secteurs où les femmes sont très actives qui ne sont pas si évidents que le STIM. Le STIM est partout, c'est très important, on peut pas ignorer ce fait, c'est très, très important. Mais on peut voir aussi qu'il y a assez mal maintenant. Oups. Oh mon Dieu. Excusez-moi. Excusez-moi. Sabine, je pense que l'écran est là. L'écran est encore là? Oui, toujours. Oui? Pas pour moi. Oui. OK, je ne sais pas pourquoi. Excusez-moi tout le monde. OK. Je vais juste vérifier. Passez la suivante pour voir. Oui. Je m'excuse. C'est correct. Donc, le financement, c'est ça? C'est bien? OK. Les questions de financement sont très importantes aussi et on voit que les femmes font moins d'emprunts auprès d'institutions financières et un peu moins d'emprunts auprès d'amis et de leur famille. Les femmes ont moins de chances de recevoir du crédit de leurs fournisseurs et de pouvoir louer leur capital. Ça reste le cas. Et ça, c'est une situation assez grave. On travaille avec les institutions financières, comme vous le savez, comme le panel va discuter aussi. Mais aussi, les hommes ont 4 fois plus de chances de recevoir du capital risque que les femmes. 4 fois plus de chances de recevoir du capital risque que des femmes. On sait que l'industrie de capital risk, de venture capital, reste assez mal aussi. Est-ce que vous voyez la prochaine? Je m'excuse, Sabine, j'ai des troubles avec
la PowerPoint. J'ai 2 écrans ici. Est-ce que ça va pour vous? Obstacles structurels et discrimination maintenant? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Donc, les obstacles structurels et discrimination sont très importants aussi. On a trouvé que on pense dans la société que les femmes ne sont pas dignes de confiance et qu'elles ne veulent prendre de risques. Je pense que c'est peut-être un stéréotype, mais on veut comprendre ça beaucoup mieux. On sait que les hommes dominent dans les institutions financières, les sociétés de capital risque, comme j'ai dit il y a un instant. Seuls 15,2% des associés et 11,8% des associés directeurs sont des femmes dans les sociétés de capital risque canadiens. Suzanne, oui. Désolée, un petit moment. Est-ce que c'est possible de remettre la présentation, d'agrandir la présentation pour que tout le monde puisse voir? Excusez-moi. Agrandir la présentation, la mettre en slideshow. Ça va? Parfait, merci. Merci tout le monde. Je m'excuse. OK. Donc, l'industrie capital risk reste assez mal et ça, c'est un problème aussi. Exportation. Les PME qui appartiennent majoritairement à des femmes exportent, ont augmenté leurs exportations énormément et pendant les 10 ans passants, mais ça reste le travail à faire. Il y avait aussi les changements sectoriels et je sais que Mme Mariette Muller va discuter ça un peu plus, je pense, plus tard. Les changements sectoriels en exportation, on a vu une diminution d'émergement, restauration, transport et entreposage et une augmentation en fabrication, commerce de gros. Donc, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Donc, je pense que je suis presque à la fin, mais j'aimerais parler des questions de secteur sont très importantes aussi. Donc, les entrepreneurs ne sont pas tous confrontés aux mêmes conditions et aux mêmes obstacles. On sait ça au Canada. Il y a des différences importantes selon la région, la démographie, le secteur d'activité et le stade de croissance. Si on voit par exemple avec la Colombie-Britannique, le Québec a le taux le plus élevé d'entrepreneurs, comme Madame la professeure Sabia va discuter dans quelques instants, au Canada. Le taux d'intention des immigrants au Québec est 2 fois plus élevé que celui des femmes nées au Québec. Donc, ça, c'est très important et très intéressant. Le Québec est depuis longtemps une province progressiste en matière d'égalité au niveau politique. Donc, on a plus de chiffres ici qui sont aussi importants. Divers facteurs indicatifs et dissuasifs déterminent la motivation des entrepreneurs immigrants. Les pourcentages des femmes qui travaillent à leur compte varient selon l'origine. On peut voir quelques différences ici. Et les femmes issues d'immigration qui sont chefs de leur entreprise se heurtent à des obstacles supplémentaires des fois. Connaissance du terrain, langue, discrimination et un manque de mentors. Ça reste le cas aussi. On travaille sur les questions ensemble, sur toutes ces questions ensemble, mais il reste le travail à faire. Donc, au niveau d'Autochtones, les gens de Premières Nations, les Inuits et les Métis au Canada, 40,2% des femmes autochtones travaillent à leur compte. C'est très intéressant. C'est plus que le niveau en général. Les entrepreneurs autochtones créent des entreprises pour le bien commun. Donc, la question de l'entreprise sociale est très importante. Et on dirait que l'entreprise sociale et l'entreprise sont les entreprises.
Mais elles fassent aussi les obstacles, elles fassent le nombreux obstacles, accès aux services, même si, comme l'Internet dans les régions au nord, financement, information et infrastructure de base. Donc, 70% des femmes autochtones qui sont chefs d'entreprise n'ont pas d'employés. Donc, c'est plus aussi que le niveau général. Les diverses définitions du mot entrepreneuriat sont importantes à reconnaître. Ici, l'inégalité entre les sexes dans les entreprises de STEM reste important. Manque de formation et mentorat. Ça reste un boys club dans une certaine façon. Et les femmes, les stéréotypes sont plus importants là-bas dans le STEM peut-être que dans les autres secteurs. Et je vais vous laisser lire le rapport sur toutes les questions de ça. Donc, un autre secteur important qu'on touche est le secteur agricole. Ici, il y a un taux élevé de travail indépendant entre les femmes et on a le profil des femmes dans la zone rurale et agriculture éloignée est très important à connaître aussi. Elles ont aussi un accès insuffisant à l'infrastructure et les femmes en milieu rural sont propriétaires plus souvent, mais elles sont les entrepreneurs, mais on n'utilise pas le mot souvent pour eux. Et aussi dans les industries créatives, 52% des artistes travaillent à leur compte dans les industries créatives. Les femmes dominent dans le secteur des arts. Elles dominent. Il est de plus en plus reconnu que la formation, le perfectionnement et le soutien de l'entrepreneuriat axé sur l'artiste sont souhaitables, mais le soutien reste assez rare. Ici, on a mis aussi les exemples, les petites études de cas où on fait les choses concernant les problèmes qu'on dit ici. Donc, c'est quoi un entrepreneur? Il y a plusieurs définitions. Nous croyons fortement que les objectifs de développement durable doivent être inclus sur les questions d'entrepreneuriat quand on mesure l'impact. Donc, on travaille sur ça. Et l'écosystème d'innovation inclusive, on a un modèle ici, ça prend de l'action, les actions très fortes dans 3 niveaux, le niveau individuel, un niveau organisationnel et un niveau sociétal. Les 3 sont très importants et travaillent ensemble. Et comme nous sommes une partie de l'écosystème entrepreneuriat pour les femmes, on travaille avec tous vous ici, tous vous autres ici et dans l'écosystème et dans notre network, le PCFE, sur les questions à chaque niveau. Donc, on a plusieurs recommandations aussi et je vais vous laisser lire celui-là. Et ici. Pour moi, comme un prof dans une université, je sais que promouvoir l'entrepreneuriat comme une option de carrière reste très important pour les femmes et pas seulement dans les écoles de gestion, mais dans les autres écoles, les écoles de l'art, musique, sociologie et autres. Mais il y a beaucoup d'autres recommandations qui ont suggéré par notre recherche.
Et on fait dans le futur les études sur les incubateurs et des autres questions en prenant une approche systémique, toujours avec nos partenaires. Donc, ça, c'est le modèle aussi, plus simplement. Et je vais rester là. Je vais dire merci beaucoup à tout le monde. Je m'excuse pour les problèmes un peu plus tôt. Et je pense que c'était très intéressant pour vous. Et je suis ravie d'entendre les autres aujourd'hui. Merci. Merci Suzanne. Merci pour cette présentation qui sera d'ailleurs envoyée par courriel à la fin de la session. Donc, ne vous inquiétez pas, toutes les slides seront bien envoyées. Maintenant, nous allons laisser la parole, ou du moins, je préfère dire même que nous allons regarder à la loupe ce qui se passe au Québec avec deux intervenantes qui nous présenteront le rapport de Femmes et Sœurs en collaboration avec le PCFE intitulé « Regard sur l'entrepreneuriat féminin au Québec en période de COVID-19 ». Séverine Labelle, présidente directrice générale de Femmes et Sœurs, et Dr Tania Saba, fondatrice et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. Mesdames, à vous la parole. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup Sabine pour cette présentation. Alors, je vais céder la parole bientôt à Tania, mais juste avant, je voulais simplement introduire un peu le pourquoi de cette initiative-là. Évidemment, quand la crise a frappé, tout de suite, on a pressenti que les femmes étaient particulièrement touchées par la COVID-19. D'ailleurs, le groupe d'expertes sur l'entrepreneuriat féminin au niveau fédéral a rapidement sorti une missive pour alerter un peu les autorités à l'effet que les femmes étaient sans doute fortement touchées par la crise, puis dans une peut-être plus grande proportion que les hommes. Alors, rapidement, du côté de Femmes et Sœurs, on a souhaité, je vais partir de ma caméra, je n'avais pas parti, on a souhaité en fait aller sur le terrain, regarder dans quelle mesure les entrepreneurs québécoises étaient effectivement affectés par cette crise-là, sur quels enjeux particuliers elles étaient affectées et comment finalement on pouvait aussi mieux les accompagner à traverser cette période tumultueuse. Alors, on s'est tourné sur un dizaine, comme on dit, et dès le mois d'avril, on a sondé les femmes entrepreneurs à travers le Québec, non seulement les femmes de notre portefeuille, mais également l'ensemble des types d'entrepreneurs un peu partout au Québec. Et pour faire un travail de haute qualité, en fait, on est allé chercher les services de Tania et de son équipe à titre de titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance. Alors, Tania, peut-être veux-tu nous parler un peu de la méthodologie qu'on a utilisée pour ce sondage-là et peut-être les premiers résultats? Oui, certainement. Merci, Séverine. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Madame la secrétaire parlementaire également, chers panélistes. Vraiment très heureuse d'être là pour présenter en compagnie de Séverine quand même des résultats d'une enquête quand même colossale qui s'est déroulée sur 4 jours entre le 16 et le 20 avril. Merci toujours à toutes les personnes qui répondent, n'est-ce pas, à ces enquêtes. Autrement, on ne peut pas avoir des résultats, on ne peut pas avoir des données probantes sur lesquelles on peut travailler. Ce sont des données qui alimentent nos politiques publiques, qui alimentent le contexte, qui alimentent évidemment les organismes de support et qui viennent évidemment donner un éclairage très important sur la question. Donc, 1080 entrepreneurs ont rapidement pris part à cette enquête. 17 régions du Québec très bien représentées, divers secteurs, taille d'entreprise, des femmes de différents horizons. Et ce qu'on a cherché, ce qu'on présente aujourd'hui dans ces quelques minutes, puisque vous avez évidemment le rapport au complet et sur le site de Femmes et Sœurs et certainement sur le site du portail aussi des connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.
Donc, ce qu'on regarde, et vous allez voir que le fait de présenter les deux rapports aujourd'hui, vraiment, c'est une super belle coïncidence parce que d'un côté, on a vraiment le contexte plus général canadien et là, on a le contexte vraiment du Québec, mais à la sortie, en fait, c'était en pleine pandémie puisqu'on est entre le 16 et le 20 avril. Et donc, ce qu'on regardait, donc mené évidemment par Femmes et Sœurs, c'est de regarder d'abord où sont les risques pour les femmes entrepreneurs, mais où sont les opportunités. Donc, il y avait toujours ce filon positif qu'on voulait aller chercher, n'est-ce pas, pour voir un peu la sortie de la crise. Quels sont les besoins de financement et les obstacles à franchir? Comment accompagner donc les femmes entrepreneurs, les besoins en matière pour pivoter? Le cas particulier des travailleuses autonomes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quelque chose d'important puisque les définitions font en sorte qu'il y a une éligibilité qui est différente pour les travailleuses autonomes. Le cas particulier des femmes entrepreneurs qui sont dotées de profils diversifiés, c'est un petit ajout donc en primeur aujourd'hui qui a été analysé et vous allez voir que même si nous n'avons pas assez de répondantes, il y a déjà des choses intéressantes qui se profilent sur lesquelles il va falloir absolument porter plus d'attention. Et finalement, les priorités qui ressortent un peu de tout cela. Donc, très rapidement, comme je vous disais, on regardait à la fois les aspects plus difficiles, mais aussi les aspects plus positifs. D'abord, sur la question de quel est le niveau de difficulté pour les femmes entrepreneurs de survivre à la crise? C'est quand même fort de constater que presque 22%, 23% de femmes entrepreneurs trouvaient la situation plutôt tout à fait difficile. Je vous rappelle qu'entre le 16 et le 20 avril, il y avait presque 74% des femmes entrepreneurs qui fonctionnaient à 50% ou moins de leur capacité. Donc, vraiment, on s'inquiétait beaucoup pour ces entrepreneurs. Souvent, ces difficultés sont associées à des secteurs qu'on a vu tout à l'heure avec Suzanne, donc des représentants du commerce du détail, soins de santé, l'assistante sociale, donc plus confrontées à ces difficultés. Et souvent, les entreprises qui sont en démarrage ou pré-démarrage, donc très rapidement, il faut s'en soucier parce que c'est comme aux premières étapes que, évidemment, cette difficulté se pose et qui risque, évidemment, de mettre en péril la suite des choses. Est-ce que la crise peut être un synonyme d'opportunité? Eh bien oui, et c'était la partie intéressante. 18,3% considéraient que tout à fait plutôt intéressante. Ce n'est pas un grand nombre, mais ce qui est intéressant avec une étude comme celle-ci, c'est pas seulement de présenter le portrait général, mais c'est de comprendre, mais ça diffère en quoi? C'est qui finalement qui tire mieux son épingle du jeu? Eh bien, généralement, ce sont les entrepreneurs qui sont dans des situations financières qui sont meilleures, qui ont une bonne idée comment pivoter, donc qui sont rapidement déjà fait une tête sur comment elles vont s'adapter et surtout une bonne idée de comment profiter des programmes gouvernementaux, ce qui à cette période était encore assez difficile et grâce évidemment à cette étude qui a été faite, bien évidemment, il y a eu des ajustements qui ont pu être évidemment apportés. Je redonne la parole à Séverine juste en disant que ce qui est super intéressant, c'est de voir que les femmes entrepreneurs sont très résilientes, malgré des taux quand même assez importants en termes de difficultés, malgré les risques, malgré le fait que pas grand monde trouvait quand même qu'il y avait beaucoup d'opportunités là-dedans, mais que c'était plutôt une difficulté. Et bien, entre les femmes qui restent très confiantes à confiantes, on est autour de 78%. C'est un pourcentage vraiment admirable et ce sont cependant, il faut faire attention encore une fois, parce que c'est associé à certains secteurs, comme les secteurs professionnels, techniques, de fabrication. Ce sont les entreprises qui sont déjà à des stades de croissance et donc qui pouvaient rapidement tirer leur épingle du jeu, donc un peu plus grande comme taille et avec un peu plus de moyens. Alors voilà, Séverine, je te laisse la suite. On s'est attardé sur les besoins des femmes entrepreneurs en termes de financement. Évidemment, Femmes et Sœurs est une organisation qui offre du financement et de l'accompagnement. Donc, on voulait savoir, est-ce que dans ce contexte-là, les femmes ont besoin de financement? Eh bien, pour une femme sur deux, oui.
il y a des besoins et pour 40% d'entre elles, il y avait vraiment une recherche active en cours pour trouver le financement nécessaire, soit pour pivoter ou pour trouver des solutions à court terme pour rencontrer les besoins financiers et survivre. Les besoins financiers s'élevaient en moyenne à environ 56 000 $. Évidemment, pour certaines, c'était des montants beaucoup plus élevés, pour d'autres, beaucoup plus bas. Mais 56 000, on parle là d'une moyenne pour la majorité des femmes. Et pour les femmes issues de la diversité ethnoculturelle, on parle plutôt de 34 000 $ en moyenne en termes de besoins de financement. Ce qui est un peu préoccupant quand même, que je tiens à mentionner, c'est que pour 20% des femmes entrepreneurs, il y avait ce désir ou cette volonté de faire appel aux programmes gouvernementaux, mais pour 80% d'entre elles, il n'y avait pas l'intention d'utiliser les programmes en place. Et pourquoi? Eh bien, pour plusieurs, en fait, il y avait une perception de ne pas être en mesure de se qualifier aux différents programmes gouvernementaux. Puis là, on parle autant des programmes au plan fédéral qu'au plan provincial. Évidemment, depuis le mois d'avril, il y a beaucoup d'actions et de décisions qui ont été prises pour élargir l'accès aux différents programmes puis faire en sorte que davantage d'entrepreneurs puissent s'y qualifier. Mais c'était quand même préoccupant de voir que seulement 20% allaient pouvoir se prévaloir des mesures gouvernementales pour les aider. Quand on regarde justement des obstacles à franchir en matière de financement, donc évidemment, la difficulté à faire valoir que je me qualifie, c'est la plus grande difficulté, mais il y en avait d'autres importantes aussi. On parle notamment de la difficulté à trouver le bon organisme, le bon interlocuteur dans toute cette marée d'annonces à gauche et à droite que les gouvernements ont annoncé. Comment se prévaloir de ces différents programmes-là, ça demeurait un défi. Pour certaines, les délais étaient trop longs, donc le financement d'urgence n'arrivait pas assez vite. L'urgence était encore plus grande. Pour certaines aussi, la difficulté à élaborer la demande, donc remplir les différents formulaires, bien comprendre quoi mettre dans la demande et le taux d'endettement déjà trop élevé. On en a entendu parler, certaines voix se sont élevées là, dans les médias sociaux pour dire, là, c'est bien beau tous ces programmes d'aide financière-là, mais c'est tous des prêts et on est déjà surendetté. Puis un jour, il va falloir être capable de rembourser ces prêts-là. Donc, ce qu'on aurait besoin, c'est des subventions. Évidemment, les subventions salariales ont été très, très bien reçues et salutaires pour plusieurs. Il y a des profils plus à risque à travers tout ça. Donc, Tania en a parlé un petit peu plus tôt, mais 22% des entrepreneurs pensent que leur entreprise aura de la difficulté à survivre. Donc, c'est plus d'une entreprise sur 5 qui est à risque de ne pas se relever de cette crise-là. Et parmi les entrepreneurs les plus à risque, on retrouve bien celles qui possèdent des entreprises de plus petite taille, les entreprises en démarrage aussi sont très, très à risque. Les entreprises qui œuvrent dans le commerce de détail et dans les services professionnels étaient aussi plus nombreuses à ne pas penser ne pas passer à travers. Et on a aussi remarqué que plus les entrepreneurs étaient âgés, plus elles indiquaient rencontrer des difficultés. Si on regarde maintenant du côté des besoins en accompagnement, parce que, bon, évidemment, il y a ce besoin en financement-là, mais les femmes avaient aussi nommé des besoins pour être accompagnées, pour les aider à se relever de cette crise-là. Donc, on voit notamment un besoin d'aide marqué pour prendre le virage numérique et ça se traduit notamment par de l'appui au niveau du développement du marketing numérique et du commerce électronique. D'ailleurs, on a, suite à ça, mis sur pied différents ateliers, puis j'ai vu que plusieurs partenaires de l'écosystème ont aussi emboîté le pas. C'est vraiment important. Je pense qu'on a accéléré le virage numérique de l'ensemble de la société. Puis c'est essentiel de s'assurer que les entreprises à propriété féminine suivent la cadence aussi.
Un autre élément qui est ressorti très fort parmi les besoins, c'est un besoin d'appui pour élargir le réseau de contact des femmes entrepreneurs, surtout dans un contexte où tout d'un coup, il n'y a plus d'activité de réseautage en personne dans les chambres de commerce, tout est fermé, tout se fait en ligne. Alors, comment est-ce qu'on fait rendu là pour développer son réseau d'affaires? Et aussi, comment bien adapter son modèle ou son service ou ses services à la nouvelle réalité d'affaires. C'est aussi un autre besoin en accompagnement qui a été mentionné par les femmes entrepreneurs. Je terminerai avec un besoin d'accroître les connaissances en développement des affaires. Ça vient un peu en parallèle avec le besoin d'élargir le réseau de contacts. Donc, si je résume rapidement 3 grands éléments, un besoin d'appui pour prendre le virage numérique, s'assurer de bien transposer son entreprise en ligne. Deuxième élément, un appui pour développer des affaires, développer le réseau de contacts dans un contexte où tout a changé. Troisième élément, un appui pour faire pivoter son entreprise, donc adapter le modèle d'affaires de l'entreprise. Et je relaisse la parole à Tania pour vous parler du cas particulier des travailleuses autonomes. Merci Séverine. Donc, je vais un peu accélérer pour laisser quand même le temps aussi au panel de s'exprimer. Très rapidement sur les travailleuses autonomes, donc à l'intérieur donc, des 1080 entrepreneurs qui ont répondu à cette enquête, on retrouvait 266 travailleuses autonomes donc qui ont déclaré être seules propriétaires et n'avoir aucun employé. Alors, comme vous le voyez, les difficultés sont assez comparables par rapport aux femmes entrepreneurs en général, mais ce qu'il faut quand même noter, c'est du fait qu'elles ne sont pas enregistrées, incorporées ou autre forme. Elles ont aussi déclaré un accès au programme qui est encore plus limité. Donc, déjà que l'accès à cette période-là était déjà plus bas pour les femmes en général. Donc, vous comprenez que les travailleuses autonomes n'est pas toujours dans une situation facile. Et donc, très rapidement, une tendance à recourir davantage à leur épargne personnelle. Donc, se retrouvent dans une précarité qui est encore plus grande et à laquelle il faut faire attention. Et comme le montrait tout à l'heure Suzanne dans les données plus générales, comme ce sont quand même l'entrepreneuriat féminin est constitué quand même d'une part importante de travailleuses autonomes, ça attire encore une fois l'attention sur ce contexte particulier, cette dynamique particulière sur laquelle il va falloir certainement se pencher davantage. En ce qui a trait aux femmes entrepreneurs qui sont donc dotées de profils diversifiés, alors je vous dis pourquoi ce sont encore une fois juste des tendances qu'il va falloir encore une fois analyser ou interpréter avec quand même beaucoup de précautions. Pourquoi? Parce que dans la banque, dans la base de données, il y a 95 personnes qui ont noté appartenir à un groupe qu'on appelle les groupes sous-représentés ou un autre, donc que ce soit femmes membres de minorités ethnoculturelles, des femmes racisées, des femmes autochtones également, ou donc d'autres groupes cibles tels qu'on les reconnaît par les lois d'accès à l'égalité. Donc, il faut faire attention parce que c'est vraiment une comparaison entre ce qu'on va appeler les femmes groupes majoritaires, si vous voulez, avec les femmes un peu des groupes sous-représentés. Donc, d'abord, plusieurs éléments sur lesquels on peut les comparer. Elles ont une confiance, la même résilience, donc il n'y a pas de différence en termes de résilience. Il n'y a pas de différence, il y a quelques femmes entrepreneurs qui voient aussi des opportunités dans la crise. Elles trouvent aussi tout autant la situation difficile mais gardent le cap. Elles ont autant de difficultés à se faire valoir qu'elles se qualifient aux différents programmes, vivent les mêmes obstacles en termes d'écoute, de compréhension des interlocuteurs, même taux d'endettement et elles considèrent déjà comme élevé et vivent quand même une intensité comparable en termes de stress. Là où elles diffèrent, et ça vient rejoindre encore une fois la tendance un peu des données même canadiennes, mais ça met également le point sur des domaines importants. Elles sont en général dans des situations financières qui sont plus précaires des suites de la crise. Elles ont annoncé une moins importante baisse du chiffre d'affaires, mais n'oubliez pas que c'est relativement parce qu'elles se retrouvent en général dans des entreprises dans lesquelles les chiffres d'affaires sont moins élevés.
elles ont eu plus de difficultés à trouver le bon organisme, plus de difficultés à argumenter les besoins et plus de difficultés ont été associées au long délai, donc elles ne pouvaient vraiment pas se permettre. Et leur développement sur toute la ligne, donc ce que a présenté Séverine tout à l'heure, donc autant sur des questions d'adaptation, d'expertise, de virage numérique, sont sur toute la ligne plus élevés donc, que les femmes en général. Donc, c'est aussi tout important de noter que généralement, elles sont beaucoup moins nombreuses à avoir pu avoir du financement directement des banques. Elles sont davantage financées par du financement personnel ou financement des proches et elles ont quand même relativement et proportionnellement essuyé quand même des pertes très importantes, même plus grandes que les femmes entrepreneurs en général. Encore une fois, une attention donc importante et il faut aller beaucoup plus dans le détail et certainement aller chercher plus de données pour pouvoir présenter encore une fois des profils plus clairs au niveau de leur situation. Séverine, peut-être le mot de la fin avec les priorités? Oui, on s'est permis dans le cadre de ce sondage-là de demander aux femmes quelles étaient leurs priorités selon elles pour assurer une relance économique qui est viable et profitable. C'était une question ouverte, alors ces réponses-là ont fait l'objet d'une analyse de milliers de commentaires pour finalement relever ces 5 grandes priorités-là. La première, c'est évidemment privilégier l'économie locale du Québec en incitant l'achat local de produits, de services, voire en abaissant peut-être les taxes sur les productions locales. Le deuxième point, c'est de développer le commerce numérique en accompagnant le développement des compétences des entrepreneurs. La troisième priorité, c'est d'accompagner la transformation des PME en subventionnant des formations. Et d'ailleurs, le PACME a été le programme du gouvernement du Québec le plus populaire auprès des entrepreneurs, celui qui a été le plus utilisé aussi par les femmes. Quatrième priorité, étendre les mesures de soutien financier au travers de subventions pour les PME, donc au-delà des crédits proposés, des baisses de taxes et d'impôts. La prolongation des subventions salariales étendues aux nouveaux recrutements et d'aide au paiement des charges fixes. Et dernier élément, non le moindre, il y a cette volonté ou ce rêve de la part des femmes entrepreneurs de voir évoluer le modèle économique global pour miser davantage sur l'environnement, le développement durable et continuer de favoriser le travail à distance. Je pense que c'est une bonne mesure pour bien concilier travail et famille. Donc voilà, on ne prendra pas plus de votre temps. Il y a un beau panel qui s'en vient. Merci encore une fois, Tania, de ta précieuse collaboration et merci à toutes et à tous pour votre écoute. Merci beaucoup, mesdames, pour cette très, très belle présentation. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir commencé justement avec Suzanne, avec une belle présentation sur l'état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au niveau national et de terminer avec le Québec. Maintenant, nous allons avoir un beau panel de discussion en présence de 5 membres actifs de l'écosystème et expertes dans différentes régions. Et je pense que c'est cet aspect qui va être intéressant parce qu'on va avoir différentes perspectives. On retrouve Séverine Labelle, donc présidente directrice générale de Femmes Essor, Ruth Vachon, présidente directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec, Madeleine Myrtil, qui est directrice de l'entrepreneuriat au sein du groupe 3737 et également elle siège sur le comité d'experts stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du Canada. Elle vient également, elle est du Québec et on parlait de la stratégie tout à l'heure, donc elle représente cette stratégie. Fabienne Breton, présidente FB Network, qui vient de l'Ontario, et Mariette Muller, présidente directrice générale World Trade Center Winnipeg du Manitoba. Merci, mesdames, d'être parmi nous. Nous allons commencer tout de suite et je vais vous poser la première question. Donc, comme le montrent les recherches, on a pu en parler un petit peu plus longuement, les femmes entrepreneurs se heurtent à certains obstacles structurels. Dites-nous un peu quels sont, d'après votre expérience, les défis les plus importants pour les femmes francophones que nous devons plus spécifiquement aborder aujourd'hui. Et je pense qu'on va commencer peut-être avec le Manitoba. On a déjà eu un petit peu la perspective Québec, donc on va commencer avec le Manitoba et ensuite on ira avec l'Ontario, Fabienne Breton.
Bonjour tout le monde, bien, merci. Moi, je suis au Manitoba et puis quand on parle de femmes francophones, on parle certainement de femmes minoritaires. Donc, on n'est pas seulement minoritaire au niveau de notre langue, mais certainement en affaires, les femmes. Puis, je dois dire que tout ce que j'avais lu dans le rapport, tout ce qui a été présenté, ça ressemble tellement à ce qu'on vit ici. De toute façon, il n'y a pas vraiment de changement. Le grand défi a certainement été les mères de famille qu'il fallait conjuguer avec les enfants, puis l'entreprise. Beaucoup d'entreprises qui ont été fermées à cause du COVID. Donc, être obligé de pivoter, être obligé de trouver d'autres moyens d'arriver. On a parlé de la transformation, comment est-ce qu'on appelle ça, la transformation numérique, alors de vraiment faire le virage. Tout ce qui est autour de e-commerce. Alors, quand vous avez identifié ça comme un besoin, de regarder comment est-ce qu'on peut faciliter ça pour les femmes, je réitérais qu'ici au Manitoba, c'est la même chose. On sait que c'est la voie de l'avenir, mais tout d'un coup, c'est vraiment, faut aller beaucoup plus vite que prévu avant. Alors moi, je vais arrêter là-dessus. Merci. Merci. Mariette, Fabienne? Oui, bonjour. Merci beaucoup, Sabine, pour l'invitation. Merci à toutes. Bonjour à toutes, mesdames. Merci à Madame Bendayan et Madame Gagnon et Madame Sabah. Vraiment très intéressant vos présentations. Je voudrais juste savoir, par exemple, au Québec, si vous aviez fait la même recherche au mois d'août, au mois de juillet, si les chiffres ne seraient pas un peu différents. Je pense que oui. Pour moi, ici en Ontario, ce que j'ai vu en parlant avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est vraiment les obstacles, c'est l'égalité des sexes, absolument, qui n'est pas encore là où est-ce qu'on voudrait que ce soit. L'accès au financement, le support, c'est incroyable. Merci au gouvernement, parce que si le gouvernement n'avait pas arrivé avec la subvention salariale d'urgence, beaucoup de petits entrepreneurs n'auraient jamais survécu, jamais. Encore aujourd'hui, certaines d'entre elles ont pu être éligibles au programme de, comment on l'appelle, le programme de prêt de 40% et 25% qui n'est pas remis. Ça a été pour certaines personnes ou certaines petites entreprises, ça a été très le bienvenu. Ceci dit, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès. Et un des grands problèmes qu'on a vu, c'est les petits entrepreneurs dont les propriétaires n'ont pas voulu suivre et se prévaloir du programme du paiement des loyers, ou en tout cas une partie des paiements des loyers avec le gouvernement. Ça a été très difficile, absolument très difficile. Donc, c'est le propriétaire, le locataire qui n'a pas voulu embarquer. Je dirais que c'est probablement ce que j'ai vu le plus ici en Ontario. D'accord. J'aimerais avoir peut-être le point de vue également de Madeleine. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Merci Sabine encore une fois pour l'invitation et bonjour mesdames Bendayan, Gagnon, Séverine et Dr Sabah. Merci pour cet excellent rapport et surtout vous avez commencé du moins à lever le voile sur certains points. Étant donné que au niveau du Québec, ça a déjà été couvert, vous me permettrez de pousser un petit peu plus loin la réflexion au niveau des femmes issues de la diversité, puisque dans mon quotidien, je collabore, je travaille avec ces femmes et je peux vous dire que le point clé au niveau de la COVID a été l'accès aux financements. Donc ça, là, ça a été vraiment, déjà que dans la normalité, habituellement, c'est difficile pour elles de se qualifier. Alors là, avec la COVID, excusez-moi l'expression, c'était la totale. Okay, donc là, à cause souvent de la structure, à cause justement des fois des failles au niveau, ne serait-ce que de la comptabilité, qui fait en sorte qu'ils n'ont pas nécessairement les états financiers pour pouvoir soutenir une demande, que ce soit au niveau de compléter elles-mêmes la demande ou de savoir si elles vont se qualifier ou pas. Donc, l'accès au financement, ça a été extrêmement difficile et il y en a pour plusieurs. Nous, on regardait là les chiffres dernièrement, puis il y a un bon 30% de ces femmes-là qui ne pourront pas terminer l'année 2020 à cause justement du financement. Merci pour cette perspective, Madeleine. Je pense que c'était important de l'apporter. Ruth, est-ce que vous auriez quelques mots à dire à ce sujet? Votre micro?
Excusez-moi. Alors, tout d'abord, merci Séverine, puis merci Tania de nous avoir fait un si beau rapport parce que je pense que c'est très important pendant cette période-là d'avoir des données sur lesquelles on peut se fier. C'est vrai, comme disait Fabienne, que probablement que les données ont évolué avec le temps parce qu'au mois d'août, on a senti quand même une différence. Nous, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, on est un peu le complément de Femmes d'Essor. On est plutôt axé vers l'accès au marché. Alors, c'est certain que, étant donné qu'on ne s'occupe pas du financement, on a travaillé beaucoup le côté de comment on peut faire pour amener des contrats aux femmes. Alors, on sentait des femmes démunies, on sentait des femmes qui avaient... c'était tout un changement, hein, parce qu'en développement d'affaires, quand tu vas travailler ton financement ou tu vas travailler ta gestion, le travailler à distance, ça va bien, mais en développement des affaires, tu as ce contact-là qui devient important et on a senti que les femmes avaient besoin. Alors, on a beaucoup travaillé, nous, avec les grandes entreprises pour amener localement, puis ça vient un peu rejoindre ce que Séverine disait tout à l'heure avec l'achat local, l'importance de l'achat local. Alors, on a formé un groupe de grandes entreprises pour ramener des contrats aux femmes entrepreneurs et en dedans de 10 jours, on a amené 30 appels d'offres très importantes à nos femmes. Alors, on a été sur le terrain pour amener du concret puis essayer de passer de la stabilité à la relance un peu plus rapidement. Alors, nous, on essaie d'aller les accompagner dans les défis qui sont si importants et qui ressortent aussi très bien dans l'étude que Femmes d'Essor nous a montré tout à l'heure. Ce que j'entends, en fait, donc Modène parlait tout à l'heure du financement et je pense que c'est pas juste lié à une région particulière, c'est ce qu'on entend au niveau national, c'est un problème. Les femmes ont ce manque d'accès au financement et n'ont pas forcément les informations. Mais il y a aussi, je pense que c'est important de le mentionner, et on l'a soulevé un petit peu, la COVID a également stimulé l'innovation, elle a stimulé à d'autres niveaux. Est-ce que vous pourriez justement élaborer ce point et nous dire dans vos différentes régions, quelque part, des exemples aussi de domaines dans lesquels les femmes ont pu pivoter et exceller? Parce qu'il faut aussi le mentionner. Mm-hmm. Sabine, si tu me permets, je vais prendre la balle au bon parce que c'est parfait. Cette semaine, on a eu une très, très belle nouvelle. Donc, il y a une des entrepreneurs, d'ailleurs, cofondatrice du groupe 3737, qui est le plus gros incubateur privé au Québec. Donc, Madame Vicky Joseph, son entreprise V Cosmétiques, ont réussi pendant la COVID à avoir un contrat de distribution à l'international. Donc, maintenant, leurs produits seront disponibles au Bénin, au Sénégal, dans d'autres pays également au Maroc. Donc, on a vu que pendant la COVID, ils ont utilisé cette opportunité-là pour pouvoir changer leur modèle de distribution et aussi regarder pour prendre un virage numérique un petit peu plus fort. Donc, par le passé, oui, ils faisaient de la vente en ligne, mais là, ils ont eu l'opportunité de justement revoir le modèle, de revoir leur stratégie marketing pour pouvoir s'adapter et ça a créé justement à court terme de très, très beaux résultats. Donc ça, c'est un exemple concret que la COVID a permis. Oui, il y a eu un moment où est-ce qu'on était un petit peu débalancé, mais après ça, on a dit, bon, on doit se retrousser les manches et regarder où est-ce que les opportunités sont. Donc ça, c'est un des exemples. Un autre exemple également que j'ai vu, c'est la collaboration. Donc, il y a des femmes qui se sont mises ensemble, donc qui ont décidé de travailler, de voir les synergies qui étaient possibles au niveau de leur entreprise. Je cite par exemple le Pouvoir des Fleurs, qui est un fleuriste que pendant justement la COVID, elle a dû arrêter ses activités. Et une traiteur, Bouillon de Saveur, qui a été l'année passée lauréate du concours entrepreneurial Espace Saint-Michel. Donc, elles ont uni leurs forces ensemble. Une avait de la place dans un local. Donc, à ce moment-là, ils ont dit, bon, on va travailler ensemble pour pouvoir passer à travers la COVID. Donc, 2 exemples de succès où est-ce qu'on a vu qu'on a pris le temps de revoir son modèle marketing, de revoir les stratégies de distribution et aussi un bel exemple de collaboration. Oh, c'est super, c'est merveilleux d'entendre ça, ça donne beaucoup d'espoir. Je vois Ruth, donc comme je n'ai pas laissé la parole à Séverine tout à l'heure, Séverine, Ruth, puis ensuite on va continuer le petit tour.
Deux éléments, si vous me permettez. Premièrement, c'est sûr qu'on a assisté aux premières loges à tous les pivots entrepreneuriaux qui ont été faits par nos entrepreneurs dans notre portefeuille. Je vous en nomme quelques-unes. Donc, José Sanson de SOS Odeur, une entreprise qui se spécialisait dans la confection de produits brevetés contre les odeurs pour les animaux et qui vendait déjà des produits désinfectants pour les vétérinaires. Alors, elle a transformé son usine de montage et de fabrication de désinfectants pour pouvoir offrir du désinfectant pour la COVID, dans le fond, pour les humains. Et rapidement, son produit a été reconnu par Santé Canada. Un autre exemple, peut-être plus commun, donc une boulangerie qui, en 4 jours, a réussi à monter son site en ligne en collaborant justement avec d'autres entrepreneurs, développer un service à l'auto. Donc, aussi une designer de vêtements qui s'est aussi retournée et qui a fait des partenariats pour pouvoir produire massivement des masques communautaires. Eux aussi qui ont été finalement, qui ont reçu l'homologation de Santé Canada, sont très peu d'ailleurs à avoir reçu cette homologation-là. Restauratrice qui rapidement a transformé son restaurant en service de traiteur avec livraison et commandes à l'auto. Alors, elles sont nombreuses et je tiens quand même à mentionner que malgré toutes les difficultés rencontrées, pour 18% des entrepreneurs, cette crise-là a amené une accélération de leur entreprise. Et c'est important de le mentionner parce que même pour elles, il y a eu des défis importants, notamment des défis d'accès au financement parce que tout d'un coup, toutes les institutions financières étaient dans le financement d'urgence et celles qui avaient besoin de financement pour leur développement n'étaient pas toujours traitées en priorité, alors que pour elles, c'était une priorité pour être capable de répondre à cette demande d'augmentation-là. Donc, voilà. Très bon, très bon. Ruth? Oui, on l'a très bien senti aussi. Hein. Nous, on arrivait d'une mission commerciale en France et on avait, c'est drôle parce que le hasard a fait que la pandémie est arrivée tout de suite après, et on avait une entreprise qui est en aéronautique qui fabrique de la réparation de sièges d'avions, etc. Et on a une autre entreprise qui fabriquait des vêtements pour les personnes en difficulté, handicapées, entre guillemets. Et ils se sont unis ensemble et elle a pris sa chaîne de production pour fabriquer ses masques et l'autre a pris son réseau de distribution. Et je pense qu'en 2 mois, ils ont fait exactement le chiffre de leur année. Alors, ce que je voudrais renchérir un petit peu sur ce que Séverine vient de dire, c'est que ce 18 %-là, ce que je trouve intéressant, c'est que leur progression, elle est une très grande progression. C'est pas juste un petit step en haut, c'est vraiment une progression majeure. Moi, c'était, tu sais, je veux dire, nous, les femmes entrepreneurs, ça n'arrive pas souvent que tu as des 100 000, entre 100 000 et 1 million, là. Et là, c'était le cas, tu sais, je veux dire, c'était des commandes extraordinaires, c'était des 100 000, c'était des exemples de collaboration, comme Maudine disait tantôt, vraiment qui nous amène ailleurs. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui va nous rester, qui va nous aider à pouvoir faire évoluer tout cet esprit entrepreneurial féminin-là. Merci. Mariette et ensuite Fabienne, avant la prochaine question. Je vous écoute. Premièrement, je connais José parce que quand on a fait notre collaboration avec la RFAQ, il y a des femmes d'affaires qui sont venues au Manitoba justement pour regarder à d'autres marchés. C'est le domaine dans lequel je travaille. Donc, nous autres, on a vu des femmes qui ont commencé à regarder dans le domaine de l'international, qui est dans mon domaine, le World Trade. C'est vraiment où ce qu'on peut se différencier, c'est au niveau du service. Puis beaucoup de femmes ont la capacité, puis aussi, c'est plus naturel peut-être de se lancer dans le service, que ce soit la traduction, que ce soit le design, que ce soit le branding, le marketing. Ça va différencier leurs produits à l'extérieur. Donc, ça a été vraiment, on a regardé beaucoup à la compétitivité globale, puis comment est-ce qu'en ajoutant quelque chose, en faisant quelque chose de différent, puis on dirait que la COVID a un petit peu permis plus de créativité parce qu'on n'avait pas de choix, puis il fallait travailler dans notre entreprise, il fallait trouver vraiment, sur notre entreprise, de vraiment trouver c'est quoi qui va nous différencier. Alors, on a beaucoup accompagné les entreprises qui regardaient comment est-ce qu'ils vont être compétitifs au niveau global. Fabienne? Oui, c'est super intéressant.
Je dirais que je commencerai par le développement de partenariats. C'est devenu ce que j'ai vu, ce que j'ai trouvé franchement motivant, c'est que j'ai vu des amis ou aussi des clients par exemple, du salon de coiffure avec voyons, la boutique de mode, qui se sont alliés, qui se sont aidés. Donc, la boutique de mode change un peu, commence à faire des masques et envoie ça au salon de coiffure qui vend les masques pour elle parce que ça a été très difficile dans la mode, ça a été excessivement difficile aussi. Donc, ce partenariat-là, je pense que c'est vraiment, si ça peut durer, si ça peut persévérer encore plus davantage, ce serait merveilleux. Je donnerais l'exemple aussi. Je pense qu'il ne faut pas oublier, on est francophone. En Ontario, on est aussi minoritaire, donc c'est très important qu'on se bat. Enfin, à l'extérieur du Québec, tout le monde, tous les francophones, on se bat partout pour se défendre. Donc, on s'allie souvent avec des francophiles. Puis, il ne faut pas les oublier, ces francophiles-là. Donc, j'ai une personne que je connais qui est présidente de sa propre compagnie depuis 20 ans, qui est une agence de marketing numérique, donc qui a vu l'opportunité de dire « Allez, attends, je suis dans le domaine de l'agence de marketing numérique, je dois absolument aider les femmes entrepreneurs, hommes, pas hommes, mais francophones ou anglophones, mais francophones aussi, parce qu'ils disposent d'outils, de ressources pour les entreprises qui souhaitent sortir de la récession, puis renouer avec la croissance. Donc, elle a mis en place un projet tout à fait spécial pour elle, et aussi pour aider les entreprises à naviguer dans le bon plan pour leur budget. Donc, ils ont proposé également un programme d'éducation gratuit. Donc, on parlait de la formation, d'éducation gratuite pour les propriétaires d'entreprises, livrée chaque mois dans leur boîte de réception, parce qu'on sait que l'entrepreneur qui est seul ou qui a juste une employée n'est pas nécessairement une experte dans tous les domaines. Et au niveau marketing, c'est souvent là où est-ce que, au niveau marketing et finance, c'est souvent là où est-ce qu'il y a un manque. Donc, j'ai trouvé ça génial, ce que Asset Digital Marketing a fait. Ils offrent quand même un webinaire qui traite des techniques de génération de prospects dans cette période de reprise de pandémie. Alors ça, je pouvais trouver ça, puis je pense qu'on a eu un autre exemple exceptionnel hier avec Christia Freeland, qui a brisé le plafond de verre. Alors, c'est tous des stéréotypes où est-ce que les femmes peuvent aider l'autre. Et ça a été dans son discours, Christia, de prendre considération et d'être consciente que les femmes ont passé à travers la COVID-19 beaucoup plus difficilement. Donc, au moins, il y a quelqu'un en haut, là, au-dessus du plafond de verre, qui reconnaît tout ce que on est en train de parler aujourd'hui. Alors, voilà mon point de vue là-dessus. Ce sont de merci, ce sont de très bons points parce qu'en fait, je me rends compte que les outils, des bonnes pratiques sont déjà là. Ma prochaine question était liée à la reprise économique et s'assurer que les femmes fassent partie justement de cette planification pour la reprise économique. Vous avez déjà apporté des pistes de solutions et ce que je trouve magnifique, c'est que les entrepreneurs eux-mêmes ont trouvé leurs propres outils pour pouvoir s'assurer de faire partie de cette reprise économique. Est-ce que vous voulez en parler peut-être un petit peu plus? Donc, à savoir comment s'assurer que la planification de la reprise économique tienne compte des besoins des diverses femmes francophones. Qui veut commencer? Séverine. Oh, Mariette? Ce que j'ai entendu beaucoup dernièrement, c'est que les femmes disaient, puis ça c'est plutôt les mères de famille qui ont des enfants à la maison, ils disaient, on n'a pas besoin d'un autre programme, on a vraiment d'aide financière, on a vraiment besoin de trouver un moyen d'avoir nos enfants dans les écoles, d'avoir une accessibilité pour des garderies. Puis ensuite, chez nous, évidemment, c'est comme Fabienne, c'est la francophonie en minoritaire en plus de la femme. C'est souvent la femme qui va être prise avec les responsabilités domestiques puis de famille. Donc, on entend beaucoup ça comme si ça, c'est pas arrangé, on ne peut pas continuer. On est épuisé, on n'est pas capable de continuer à être enseignante, entrepreneur, femme à la maison.
c'est vraiment clé cette affaire-là avec les mères de famille qui ont des enfants à la maison. Ça a été ceux qui ont été tellement durement touchés d'après ce qu'on a entendu. Non, c'est un très bon point. C'est tellement réel encore pour pas mal de femmes qui continuent parce qu'on leur dit prenez le virage, pivotez, mais elles ont aussi cette réalité à la maison. Donc, je comprends tout à fait, c'est un très bon point, Mariette. Je peux peut-être poursuivre. On dit souvent que cette crise-là a affecté les femmes en particulier. Puis c'est vrai qu'elles ont été sur tous les fronts. On a parlé aujourd'hui des difficultés qu'elles ont vécues comme femmes entrepreneurs, mais elles ont été aussi à l'avant-plan, au front, sur tous les postes de travail au niveau de la santé. Elles ont été aussi plus nombreuses à perdre leur emploi. Elles ont été plus appelées à travailler à partir de la maison avec les enfants et tout ça. Puis je pense que dans le cadre de la relance économique, il faut absolument aller chercher ce point de vue unique là, que les femmes, leur expérience, ce qu'elles ont vécu à travers cette crise-là. Je sais que les gouvernements planchent sur ces plans de relance-là et doivent absolument s'assurer d'intégrer des femmes de ces différents points de vue-là. On dit souvent une crise genrée, mais ça prend une réponse genrée. Donc, il faut, je pense aussi, continuer d'investir et même bonifier tout le soutien qui peut être possible pour les femmes entrepreneurs à travers le Canada. On a parlé des difficultés de financement. Malheureusement, tous les programmes de financement ont été donnés à travers les banques, à travers les institutions, disons, plus traditionnelles. Une organisation comme Femmes Essantes, par exemple, on n'a pas eu accès à des fonds d'urgence, donc on a été un peu impuissants devant les besoins de financement des femmes à travers cette crise-là. Je pense qu'il faut travailler avec les organisations qui sont déjà sur le terrain, qui accèdent directement à cette clientèle de femmes-là. Et le dernier élément que j'ai envie de dire, c'est qu'on est devant une possibilité unique dans notre histoire, celle de pouvoir peut-être reconstruire une économie qui est différente. Est-ce qu'on peut penser à une économie plus inclusive, à une économie où le point de vue puis le potentiel de chacun peut vraiment être mis de l'avant? Et est-ce qu'on peut réfléchir à une économie aussi qui est plus soucieuse de l'environnement et des humains? On le voit à quel point on est fragile par rapport aux menaces externes comme les changements climatiques ou comme les pandémies. Et je suis convaincue que les femmes entrepreneurs peuvent amener une réponse unique à tous ces enjeux-là. Plus on va les intégrer, plus on va les mettre de l'avant, plus il va y avoir de diversité dans notre tissu entrepreneurial, plus on va être performant et plus on va être résilient. Oui, merci Séverine. Ruth et Madeleine, pardon, pour finir. Du côté des femmes entrepreneurs, elles ont besoin il faut qu'elles continuent de se faire entendre, il faut qu'elles continuent de nous partager leurs principaux défis, comment on peut les aider. Du côté des organisations, je pense qu'on a à les aider vraiment à pousser au niveau de continuer d'essayer de favoriser l'achat local. Et les organismes comme nous, il faut continuer de les supporter, il faut aussi avoir les moyens de les supporter. Mais il y a un fait qui reste, c'est que je sens que les femmes sont tellement prises de tous bords, de tous côtés. Tantôt, Mariette en parlait. C'est autant les enfants, c'est le travail à la maison, c'est le changement de ton style de leadership qui est complètement différent parce que tu gères ton entreprise à distance. Alors, c'est totalement différent. Il faudra, je dirais, dans la prochaine année, être très, très, très à l'écoute des problèmes de santé mentale parce que ça va nous toucher de tous bords, de tous côtés. Et avant de faire de la business, il faudra quand même penser que notre cerveau doit être en santé. Un très bon point, très bon point. Madeleine, Fabienne ensuite? Oui, tout à fait. Ben, Ruth, tu as mis la table sur ce que je voulais rajouter, c'est de ne pas oublier de mettre l'humain au centre des préoccupations aussi. Parce que oui, on le sait, il y a des enjeux au niveau du financement, au niveau de la structure, au niveau de ce qu'on appelle maintenant le nouveau normal, mais je pense aussi que les organisations et les différents paliers gouvernementaux vont devoir également penser à l'humain également derrière ces entreprises-là, parce que si l'humain, la personne qui gère l'entreprise n'est pas bien, n'est pas en santé, à ce moment-là, il n'y aura pas de retombées économiques. Donc ça, c'est un aspect également, je pense, qui va contribuer justement à cette relance-là. Et également, je reviens encore, je réitère, mais que le financement soit à l'image également du Québec et du Canada.
Parce qu'encore une fois, trop souvent, les gens issus de la diversité, les personnes racisées, les femmes sont laissées pour compte quand on regarde le pourcentage de personnes qui ont accès à des prêts, à des financements. Oui, il y a des organisations, d'ailleurs, je salue Microcrédit Montréal, je salue Entreprendre ici, qui font un travail extraordinaire pour pouvoir soutenir, mais c'est encore trop peu. Et je pense que utiliser des organisations qui font déjà le travail sur le terrain, qui ont accès à cette clientèle-là, qui est vulnérable, ça serait peut-être plus salutaire que d'utiliser, exemple, les institutions financières traditionnelles, puisque les gens ont cette réticence à faire affaire avec les institutions financières traditionnelles, réticence qu'ils n'ont pas justement avec les groupes avec lesquels ils travaillent au quotidien pour la croissance de leur organisation. Merci, Madeleine. Fabienne? Alors, on est toujours dans la reprise, retour à la normale, c'est ça? C'est ça, oui, reprise économique. Je dirais que c'est bizarre parce qu'hier, je donnais une formation. La formation, c'est faire progresser sa carrière. Donc, faire progresser sa carrière, c'est un peu la même chose que faire progresser ton entreprise. C'est dans la même veine, en fait. Et je disais aux étudiants, qu'ils soient de la gente masculine ou féminine, je leur disais qu'il y avait un livre blanc qui avait été publié par le groupe Manpower qui s'intitulait « Personne recherchée, les robots ont besoin de vous ». On suggère dans ce white paper-là, dans ce livre blanc, de fortement veiller à ce que les femmes fassent partie de la solution. Et je crois que si on fait ça, si on laisse ou on veille à ce qu'autour de soi, il y ait les femmes qui fassent partie d'une solution, on va changer la dynamique de beaucoup de choses. Les femmes représentent 50% des travailleurs, puis en 2017, sont devenues plus instruites que les hommes. Alors, il est plus que jamais essentiel de créer une culture où les femmes peuvent s'épanouir. Puis on sait, surtout et avant tout, ce qui fonctionne pour les femmes fonctionne aussi pour tous, tout le monde. Un beau message. Écoutez, c'est un beau message de fin. Il est déjà 2h34. Je suis soucieuse du temps. On a pris un petit peu de retard et je m'en excuse pour ça. Je pense qu'on a couvert énormément de points. Il reste encore toujours beaucoup de choses à dire, mais ce que je vous suggère de faire à tous, participants et participantes, c'est d'aller sur notre site internet, le wek.ca, le wekh.ca, pour retrouver les rapports. Nous allons également vous envoyer un courriel avec la rediffusion ou du moins l'enregistrement de ce webinaire et vous aurez également les diapositives qui ont été présentées. Donc, pour clôturer au nom de toute l'équipe du portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat, je vous remercie pour votre participation. Un grand merci aux intervenantes et panélistes qui se sont rendus disponibles pour cet événement. Merci pour votre engagement. Continuez votre beau travail. Il y en a encore beaucoup à faire, mais vous êtes tellement engagés qu'on peut compter sur vous pour continuer d'avancer et d'être créative. Ainsi que je souhaiterais remercier mes collègues au Diversity Institute qui, en une semaine, ont monté ce très beau webinaire. Merci Amanda, Pax, Michael, Courtney, Megan, Kaunjit et Brooke. Je vous rappelle, donc tout à l'heure, je vous ai parlé des 2 rapports. N'hésitez pas à les consulter. Et puis, je vous souhaite sur ce une excellente fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci à tous. Bye, au revoir.